Bonjour tout le monde. Mon nom est François Proulx. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur associé à la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval. Je travaille aussi à la Ville de Québec et à la communauté métropolitaine de Québec à titre d'expert en eau potable. Aujourd'hui, on arrive à la dernière conférence de la saison qui va être présentée par Mme Laura Gattel. Mais en attendant, avant de présenter la conférence de Mme Gattel, on aimerait vous faire une présentation la présentation des prochaines conférences qui vont être offertes à partir d'hiver. Donc, Manuel va nous toucher quelques mots. Oui, bonjour à tous. Comme François l'a dit, c'est la dernière présentation de notre série de conférences qui a débuté l'été dernier avec grand succès, comme vous avez vu pour ceux qui étaient présents à plusieurs, sur des thématiques très variées, tout associées à l'eau, mais surtout avec une approche de vulgarisation et de présentation grand public. Compte tenu de l'intérêt et de la diversité des thématiques qui peut être intéressant tant pour les gens qui sont dans l'académique que pour les gens du public. François et moi avons décidé de vous proposer une nouvelle programmation pour l'hiver et pour le printemps, du même type, avec des fréquences d'environ 2-3 semaines, également les mercredis midi, également par voie à distance, c'est-à-dire par Zoom. Et ça va être des conférences sur des thématiques très variées. Nous allons commencer le 3 février. On va aller jusqu'au 9 juin sur des thématiques. On va continuer sur le souterrain, sur la microbiologie de l'eau, sur les contaminants émergents, sur les questions associées à l'eau potable de nos communautés vulnérables, sur le lien entre l'hydraulique et la qualité de l'eau potable, sur les services écosystémiques associés à l'eau, etc. Donc, on vous invite à regarder notre site web de la chaire pour découvrir la nouvelle programmation et vous inscrire le plus rapidement possible si vous le pouvez. Et François va également envoyer ce programme à sa liste de distribution pour que vous preniez connaissance rapidement de ce programme. Il me reste à remercier les conférenciers qui ont accepté de participer à cette activité de la chaire en eau potable de l'Université Laval, d'avoir préparé des conférences spécifiquement pour le type d'objectif qu'on visait. Et j'aimerais aussi remercier évidemment François Proulx qui a coordonné depuis le début, pas seulement les journées des conférences, mais la préparation de toute la logistique qui est nécessaire. On est maintenant plus à l'aise avec la technologie, mais au début, il fallait quand même mettre en place un système qui permette de rejoindre le plus grand nombre de personnes et d'être efficace lors de présentations. Des présentations généralement seront encore une fois pour l'année prochaine d'environ une demi-heure pour permettre aux gens de saisir des problématiques intéressantes de l'eau potable. Voilà, donc merci encore et pour ceux avec qui je serai plus en contact cette année, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci encore François. Merci Manuel. Donc aujourd'hui, avant de commencer, traditionnellement, je vais vous parler des règles. Donc, on vous demande de garder à tous vos micros et caméras fermés pour faciliter le travail de la conférencière durant toute la durée de la conférence. Et aussi, donc cette conférence va durer à peu près 30-35 minutes, à la suite de laquelle on va prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller dans la partie clavardage de Zoom. Vous pouvez aussi à la fin, si vous voulez parler directement à la conférencière, tout simplement me le mentionner dans la partie clavardage et je vous donnerai la parole. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laura Gattel qui va nous présenter l'ultime conférence de notre programmation de la saison. Donc, Laura a obtenu un diplôme d'ingénieur en hydrogéologie de l'École nationale de génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg et un master de l'Université de Strasbourg en 2014. Elle a ensuite effectué un doctorat en co-tutelle entre l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Lyon et l'INRS à Québec, sous la direction de Claudio Paniconi de 2014 à 2018. Elle a modélisé le transfert des pesticides sur des parcelles de vignes en surface et dans le souterrain. Depuis mars 2018, elle a travaillé, comme je dis bien, elle aura travaillé, on va utiliser le bon terme de verbe, le bon temps de verbe,
Donc, comme stagiaire postdoctorale, je dis ça parce qu'à partir de janvier, elle va devenir professionnelle de recherche pour le même département, la même équipe. Donc, elle a travaillé sur le projet de détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de surface en lien avec les eaux souterraines, en partenariat avec la Ville de Québec et sous la supervision de René Terrien. Le titre de la conférence de Laura aujourd'hui est « Les eaux souterraines à Québec, utiles pour la gestion des sources d'eau potable et de surface ». Des eaux potables de surface, point d'interrogation. Donc, Laura, c'est à ton tour. Bonjour tout le monde, merci déjà de l'invitation. Ça me fait très plaisir de partager les résultats que j'ai sur ce projet. Puis merci à vous d'être si nombreux à la conférence à l'approche des fêtes de fin d'année. Avec la présentation que je vais donner aujourd'hui, c'est comme une deuxième partie de présentation. La première partie a été donnée la semaine dernière par Johan Tremblay, mon collègue. Je suis branchée, mais ça peut pas. Ok. Si c'est possible d'éteindre vos micros, excusez. Ok, fait que la première partie, comme je disais, a été donnée par Johan Tremblay la semaine dernière. Il a surtout présenté le contexte de l'étude sur laquelle on travaille, puis les connaissances qu'on avait déjà sur les eaux souterraines sur le territoire, puis les données qu'on était en train d'acquérir sur le territoire, donc le réseau de mesures qu'on avait mis en place. Aujourd'hui, je vais plutôt parler des résultats qu'on vise avec ce projet et de leur relation avec la gestion des sources d'eau potable de surface. Nos partenaires, bien sûr la Ville de Québec qui est à l'origine du projet et qui le finance avec le CRSNG, la communauté métropolitaine de Québec qui nous fournit une base de données de qualité d'eau vraiment très importante en termes de volume de données, et l'UQAM et l'UQAT avec respectivement Florent Barbeco puis Vincent Cloutier qui ont intégré notre projet et qui s'occupent de toute une partie géochimie dont je vais parler aussi aujourd'hui. Je vais passer rapidement sur l'introduction puisque, comme je disais, la présentation a été pensée comme en deux parties. Fait que si vous voulez plus d'informations sur le contexte, etc., puis que vous n'avez pas vu la conférence de Johan Tremblay, je vous invite à la regarder prochainement. Elle est disponible sur le site de la chaire en eau potable. Ok, donc je vais commencer par un court résumé de ce qui a été dit la semaine dernière. On part en fait d'un principe, c'est que, d'un constat qu'on fait sur le territoire, c'est que l'eau souterraine fait résurgence dans l'eau de surface. Et donc, une partie de l'eau qui est pompée à Château d'eau a transité par le souterrain. Donc, je parle de Château d'eau parce que c'est la prise d'eau principale de la ville, mais en fait, tous les prises d'eau de surface, quand on pompe de l'eau en surface, en fait, une partie de cette eau-là a transité par le souterrain. Donc, cette affirmation-là, elle l'amène toutes sortes de questions. Il y a certaines questions dont on a déjà la réponse. Par exemple, quelle est la qualité de l'eau souterraine sur le territoire? Par quel type de formation l'eau souterraine transite-t-elle? Ces informations-là, on les a déjà. Là aussi, je vous rapporte à ce que racontait la semaine dernière Johan Tremblay. On a quand même pas mal de données sur le terrain, notamment grâce au programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, donc les PACES, qui ont été développés à l'échelle de la CMQ. Il y a d'autres types de questions dont on a une partie de réponse déjà. Donc, par exemple, comment varie la part d'eau souterraine dans l'eau de surface au cours de l'année? La semaine dernière, on avait pris un petit exemple qui est assez parlant, c'est que à la fin de l'hiver, donc en janvier, février, mars, quand il n'a pas eu de précipitations liquides depuis quelques mois, eh ben, toute l'eau qui est dans les rivières, ou au moins une très grosse partie de cette eau-là, en fait, elle a transité par le souterrain, puis elle vient du souterrain. Aussi, combien de temps passe l'eau en souterrain avant de faire résurgence? Quels sont les parcours de l'eau souterraine sur le territoire? Là aussi, on a des indices de ce qui se passe, par exemple avec des cartes piézométriques, donc des cartes d'altitude de nappe. Avec ces cartes-là, on est capable de déterminer les sens d'écoulement, puis d'avoir une idée de est-ce que l'eau circule plutôt vite ou plutôt lentement sur le territoire. Mais on n'a pas vraiment de données vraiment quantifiées, quantifiées sur le territoire. Il y a d'autres questions aussi dont on a quasi aucune idée pour l'instant. Donc, c'est de quelle partie du territoire vient l'eau souterraine qui fait résurgence dans les rivières. C'est peut-être pas forcément de tout de façon uniforme, et que ça, on ne sait pas vraiment. Puis aussi, tout ce qui va se passer dans le futur, comment vont évoluer les eaux souterraines en fonction de différentes choses qui vont se passer. Bien sûr, les changements climatiques, mais aussi sur le territoire, on peut avoir beaucoup on a de plus en plus d'urbanisation, etc. Fait que ça aura un impact aussi. Puis, quel impact ça va avoir sur les eaux souterraines? Et que notre projet là qu'on mène avec l'Université Laval, il a l'objectif de répondre à toutes ces questions. L'objectif donc, c'est de tenir compte des liens entre l'eau souterraine et l'eau de surface dans l'étude de la vulnérabilité de la source d'eau potable donc de surface. Donc,
en étudiant la migration des contaminants, puis la variabilité temporelle des écoulements. Donc ça, c'est vraiment les gros objectifs. En termes de méthodologie, une petite slide que vous avez déjà vue la semaine dernière pour certains d'entre vous, ceux qui étaient là. Notre première étape de méthodologie, bon, c'est assez classique, hein, collecte et interprétation des données existantes, puis travaux de terrain complémentaires. Une deuxième étape, donc un portrait de la ressource en eau souterraine, puis une mise en place une compréhension des modèles conceptuels qui décrivent la dynamique de l'écoulement des eaux souterraines et des eaux de surface. Puis ces deux parties-là, Johan vous en a parlé la semaine dernière, fait que moi je vais me concentrer sur la troisième partie, donc qui est l'élaboration de modèles mathématiques qui représentent donc l'écoulement de l'eau souterraine et de l'eau de surface, le transport de masse, temps de migration des contaminants potentiels, puis toute la partie aussi géochimie de l'étude, donc variabilité temporelle de la qualité de l'eau, traçage isotopique. Donc ma présentation va vraiment être en deux parties. Première partie sur les modèles mathématiques, où on a déjà des résultats, puis deuxième partie sur qu'est-ce qu'on prévoit de faire sur l'étude géochimique, qui là commence à peine cette année. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise un modèle numérique? Ce qu'on veut avoir sur le territoire, c'est des variables comme, par exemple, les parcours préférentiels de l'eau, la recharge distribuée. Donc, quand je dis distribuée, c'est distribué spatialement sur le territoire. Quelles sont les zones de forts échanges entre le surface et le souterrain, les temps de parcours de l'eau et des contaminants, potentiel d'atténuation des contaminants aussi jusqu'à la prise d'eau. Puis toutes ces variables-là, en fait, elles sont assez difficiles à obtenir sur le terrain ou alors avec des modèles conceptuels, on n'a pas une quantification vraiment de ces variables. Puis là, quand on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire essayer d'aller voir ce qui peut se passer dans le futur, là, encore plus, c'est hyper difficile à aller chercher sur le terrain parce que justement, sur le terrain, c'est pas encore présent. Fait que d'où l'utilisation des modèles numériques. Alors, comment ça marche, un modèle numérique? Nous, ce qu'on utilise, c'est des modèles en 3 dimensions. Et donc, on a un maillage en 3 dimensions du territoire sur lequel on intègre des informations comme la topographie, l'occupation du sol, la nature du sol. Puis, sur ce territoire-là, une fois qu'il est bien décrit, on y applique des conditions météorologiques journalières, donc de la pluie, neige, les températures. Et on utilise donc notre modèle qui s'appelle hydrogéosphère pour déterminer, donc à chaque jour, on a des résultats de débit, de hauteur de nappe sur tout le territoire, les échanges surface-souterrain. Puis, moyenné sur l'année, on peut avoir des résultats comme le temps de transport dans le souterrain, le temps de transport en surface, la recharge. Ce modèle-là, il est appelé ça s'appelle un modèle à base physique parce qu'il se base justement sur des équations physiques d'écoulement. Ce genre de modèles, ils sont très performants, mais par contre, ils demandent une grande puissance de calcul puis une grande quantité de données. Alors, comment est-ce qu'on peut remédier à ces questions-là? Premièrement, au début du projet, on a décidé de tester cette méthode-là, donc l'application du modèle mathématique, pas sur tout le bassin versant de la prise d'eau, mais juste sur une petite partie. Donc ça permet de mieux gérer le côté puissance de calcul. Donc on a testé la méthode sur l'échelle du bassin versant, enfin sur le bassin versant de la Nelson, donc là qui est en vert sur la carte que vous voyez. Donc tous les résultats que je vais vous montrer aujourd'hui de modélisation réfèrent à cette échelle-là, donc on va se concentrer sur la Nelson. Mais pour le reste du projet, on est en train de changer d'échelle. Donc, on passe le modèle numérique de cette échelle-là à l'échelle de la prise d'eau, donc sur laquelle on voudrait avoir vraiment les résultats. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour la quantité de données qui est nécessaire dans le modèle? On s'appuie, comme je l'ai dit au début, sur les données qui existent déjà, et notamment toutes les données du PACES, donc le programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines qui a eu lieu il y a quelques années sur le territoire de la CMQ. Ces données-là, elles sont vraiment très importantes. Sans le PACES, on n'aurait pas pu faire le projet qu'on fait actuellement. Et c'est important de le souligner aussi, que maintenant, on a une grosse base de données en ce qui concerne les eaux souterraines et c'est très appréciable pour tous les projets qui veulent justement aller plus loin en termes d'analyse, etc. On a déjà une bonne base. Aussi, Johan vous en a parlé la semaine dernière. En ce moment, on acquiert sur le terrain un certain nombre de données, dont des mesures de débit et des mesures de hauteur de nappe, donc sur tout le territoire. Donc, c'est aussi important pour les modèles d'avoir des chroniques de données, donc des débits, des hauteurs de nappe pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que le modèle représente la réalité? C'est toujours une question qu'il faut se poser quand on utilise des modèles, c'est est-ce qu'ils sont satisfaisants ou pas? Est-ce qu'ils représentent correctement ce qui se passe vraiment sur le territoire? Alors, il y a plein de sources d'incertitude dans les modèles. Il peut y avoir des sources d'incertitude dans la construction du modèle. Quels processus déjà sont représentés? Comment est-ce qu'ils sont représentés?
comment est-ce qu'ils sont couplés les uns aux autres, c'est-à-dire comment est-ce que l'écoulement de surface, par exemple, interagit avec les écoulements souterrains, etc. Puis en termes de paramétrisation, donc qu'est-ce qu'on met dans le modèle, il y a plein de zones du territoire qu'on connaît moins bien que d'autres qu'on connaît mieux. Même les paramètres qui viennent des mesures vraiment du terrain ont une certaine incertitude entre elles. Dans tous les modèles, il y a aussi des paramètres conceptuels, c'est-à-dire des paramètres qui réfèrent à rien de vraiment physique qu'on pourrait mesurer sur le terrain. Fait que tout ça, ça fait qu'il faut qu'on s'assure, avant de prendre les résultats qui sortent du modèle, qu'on représente de façon satisfaisante la réalité. Pour ça, on fait une étape de calibration. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la calibration aujourd'hui, juste pour vous dire qu'on ajuste certains paramètres pour qu'on s'assure que les résultats correspondent bien aux observations. Donc on n'ajuste pas tous les paramètres, on ajuste les paramètres qui nous paraissent les plus incertains, puis ceux qui ont un rôle particulier dans les résultats aussi. Donc comme je disais, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais par contre vous montrer qu'est-ce que ça donne au niveau de la comparaison entre justement les sorties du modèle et ce qu'on trouve sur le terrain, ce qu'on observe sur le terrain. Donc, en termes, par exemple, de débit. Donc, ici, à droite, vous avez une carte donc, du bassin versant de la Nelson avec le point rouge qui correspond à la station de mesure de débit du CEHQ. Et donc, une des sorties du modèle, on peut lui demander de nous extraire les débits à ce niveau-là. Ici, donc, à gauche, vous avez le graphe donc, des débits sur toute l'année, donc de juillet 2018 à juillet 2019. Et on voit en noir la courbe qui correspond aux données et en rouge la courbe qui correspond aux simulations. Donc, on voit une très bonne correspondance entre les deux. Et que ça, c'est les résultats qui sont issus de la calibration. Et donc là, ça y est, on estime qu'en surface, on a une bonne correspondance avec ce qu'on voit sur le terrain. On n'a pas fait juste ça à cette station. Sur la Nelson, on a 7 stations de mesure de débit en tout. On compare aux 7 stations, bien sûr. Pour les piézomètres, je vais vous donner 2 exemples. Là, c'est des points en bleu, donc un plus dans la partie amont du territoire, puis un dans la partie aval. Puis c'est la même chose, de juillet 2018 à juillet 2019. Ici, sur ces 2 graphes, on voit l'évolution du niveau de nappe. Donc le niveau, la charge hydraulique, c'est donc l'altitude de la nappe, l'altitude du haut de la nappe. Et donc on voit au cours de l'année, on a une évolution du niveau de la nappe. Et nos résultats de simulation, donc en bleu, par rapport aux observations en noir, se correspondent bien et suivent bien. Donc, là, après cette étape, on est quand même assez confiant dans le modèle. On sait qu'il représente de façon correcte les écoulements qu'on veut représenter, donc en surface et dans le souterrain. Et que là, c'est le moment où je passe aux résultats. Alors, premier résultat que je peux vous présenter, c'est sur la recharge des nappes phréatiques. Souvent, on estime que dans le bilan d'eau d'un territoire, les précipitations qui tombent sur ce territoire peuvent soit aller s'infiltrer, recharger la nappe, soit ruisseler en surface, ou alors il y a une certaine quantité d'eau aussi qui s'échappe en évaporation, en transpiration liée à la végétation. Et où est-ce qu'il y a le plus de recharge sur le bassin versant de la Nelson? Les endroits où il y a le plus de recharge, c'est les endroits qui sont un peu plus hauts en relief, avec des versants, un peu plus avec des forêts, etc. C'est là où la recharge se fait préférentiellement. Dans l'étude du PACES, il y avait eu aussi une recharge qui avait été calculée et les zones de recharge correspondent bien à ce qui se passe dans le PACES. Par contre, les quantités de recharge ne sont pas exactement les mêmes. Ici, on voit dans ce tableau-là comment sont réparties toutes les précipitations d'une année. Donc, dans le modèle HELP qui a été utilisé dans le cadre du PACES, on a une recharge qui correspond à peu près à 34% des précipitations totales. Donc, 34% de ce qui tombe sur le territoire en termes de pluie et de neige va recharger la nappe. Et pour le modèle hydrogéosphère, donc HGS, que je vous présente ici, on a un résultat qui tourne plutôt autour de 28%. OK, donc là, on a une différence entre ces 2 valeurs. Alors, qui on peut croire? Mais en fait, on croit un peu les deux. Puis c'est ça l'enjeu aussi dans la recherche, c'est on arrive à croiser plusieurs méthodes, puis ça nous renforce dans notre connaissance de ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que là, la recharge est sans doute en fait un peu entre les deux. Alors moi, j'aurais plus tendance à croire hydrogéosphère un peu plus que HELP, parce que c'est un modèle qui est plus complexe, il représente plus de processus, il est plus avancé dans sa construction. Donc, je dirais que la recharge est peut-être un peu plus près de 28% que de 34%, mais c'est pour vous montrer qu'on est capable, avec un croisement des méthodes, d'aller renforcer notre assurance des résultats.
Autre résultat qu'on peut avoir, c'est les résurgences d'eau souterraine dans les rivières. Alors, où est-ce qu'il y a des résurgences? Ici, vous voyez sur le bassin versant, dans la partie amont du bassin versant, on a de l'eau qui a l'air d'arriver tout le long de la rivière de façon assez uniforme. Puis, dans les 2 tiers les plus aval du bassin versant, on a des endroits où il y a beaucoup de résurgences, des endroits où il y a beaucoup moins de résurgences. Fait que là, on est capable de dire, OK, cette zone-là du territoire contribue, donc les eaux souterraines de cette zone du territoire contribuent de façon vraiment importante au débit de la rivière, alors que cette zone-là, vraiment moins. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi, quand est-ce que les résurgences se font le plus dans les rivières? Ici, sur ce graphique, on a donc au cours des 12 mois de l'année, donc de janvier à décembre, la part d'eau souterraine à l'exutoire. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde sur toute l'eau qui sort du bassin versant dans la rivière à l'exutoire, quelle partie de cette eau-là a transité par le souterrain. Et ce qu'on voit, c'est que, comme je disais en introduction, à la fin de l'hiver, donc vers janvier, on a vraiment une grosse partie, donc plus de 75% de l'eau qui sort à l'exutoire qui a transité par le souterrain. Alors ici, vous voyez, il y a différentes courbes sur ce graphe-là. Ça correspond à 3 années qu'on a représentées, donc 2017, 2018, 2019. On pourrait le faire pour plus d'années pour avoir plus une idée vraiment de la variabilité interannuelle. Mais là, pour l'instant, je me contente de la variabilité au cours d'une année. Donc, qu'est-ce qui se passe entre les différentes saisons? Donc ça, c'est pour l'hiver. Vous voyez qu'au printemps, quand il y a une fonte de la neige, là, on a vraiment une plus petite partie de l'eau qui sort, a transité par le souterrain. Alors, la majorité de l'eau qui sort à l'exutoire à ces moments-là, c'est de l'eau de fonte. Et par contre, en été et jusqu'en automne, on a un regain de la part d'eau souterraine dans l'exutoire. Là, on a beaucoup de variations entre les années. En fait, ça dépend si les mois sont plutôt pluvieux. On aura une moins grande part d'eau souterraine à l'exutoire, mais si les mois sont assez secs, là, la part d'eau souterraine dans l'eau de surface qui donc s'envale du bassin versant est vraiment non négligeable. Avec le modèle, vous voyez que là, on peut avoir accès à des données quantifiées, donc des volumes d'eau qui sortent en surface à l'exutoire, qui viennent de l'eau souterraine ou non. Autre type de résultat qu'on a avec ce modèle, c'est des temps de parcours de l'eau souterraine. Donc, on peut se demander quel âge a l'eau souterraine sur le territoire, et aussi, deuxième question, dans combien de temps est-ce qu'elle va sortir du territoire? Donc, première question, ici, vous voyez une carte avec des moyennes d'âge sur la zone. Fait que vous voyez que plus l'eau se rapproche du tracé de la rivière, plus elle est vieille, donc ça veut dire plus elle a transité des zones où elle s'est infiltrée jusqu'en bas du versant, dans la vallée, donc là où l'eau coule. Donc, on a des moyennes d'âge qui vont jusqu'à 60, 65 ans. Donc, c'est quand même assez conséquent. L'eau souterraine sur des bassins versants vraiment plus grands peut atteindre 1000 ans. Des fois, c'est vraiment très grand. Ici, on a quand même un bassin versant assez petit, de 70 km². Fait que c'est quand même un bon âge, là, 65 ans. Enfin, ça commence à être un âge assez avancé. Puis, autre question, donc, dans combien de temps sortira-t-elle du territoire? Donc, dans combien de temps l'eau qui est à un certain endroit va sortir du territoire, donc va faire résurgence dans les rivières, puis partir par l'exutoire de surface? Ici, on voit que, bien sûr, tout le long de la rivière, l'eau n'en a plus pour longtemps. On est de l'ordre de 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis quand on remonte vers les extérieurs du bassin versant, vers les zones un peu plus en relief, ou les zones un peu plus en relief, ou en tout cas éloignées des rivières, là, l'eau va mettre beaucoup plus longtemps à arriver, donc transiter par le souterrain, arriver dans la rivière, de l'ordre de 30-40 ans. Donc, c'est des données aussi qui sont importantes, puisque l'eau jaune dans le souterrain, elle va changer de composition. Alors, on a des côtés positifs, dans le sens où une eau qui a beaucoup circulé dans le souterrain, en tout cas pendant longtemps, il va plus y avoir de bactéries, de virus dedans. Mais par contre, il peut y avoir des échanges de minéraux, alors qu'ils sont plutôt positifs vis-à-vis de la qualité de l'eau potable, ou négatifs, dépendamment des formations qui traversent. Autre chose qu'on peut faire avec le modèle, c'est aller faire des scénarios d'imperméabilisation du sol.
Ce qu'on a essayé de faire avec ce petit scénario, je vais vous montrer juste un petit exemple, sur la zone de Val-Bélair, donc en marron sur la carte, qui est entourée en marron sur la carte, on a augmenté l'urbanisation, puis on s'est dit, OK, on fait un scénario où le système d'égout pluvieux, d'égout pluvial est agrandi, puis sur toute cette zone-là, on a une récupération d'une partie de l'eau de pluie par le réseau d'eau, le réseau d'égout, et le long du boulevard Valcartier, plutôt dans le rectangle en bleu ici, là, on a réussi à rehausser le niveau d'urbanisation, mais là, sans mettre d'égout pluvial. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on imperméabilise le sol, puis qu'on récupère une partie de l'eau de pluie par le réseau d'égout? Eh bien, on va avoir une diminution de l'infiltration, une augmentation du ruissellement, augmentation aussi de l'évaporation de surface. Par contre, diminution de la transpiration, on enlève des végétaux, il y a moins de forêt, moins d'arbres, fait qu'il va y avoir moins d'eau aussi prélevée par la végétation dans le souterrain. Ce qu'on a vu sur ce petit scénario, c'est que, c'est que la recharge annuelle a été réduite donc de 28% des précipitations totales à 22%. Donc c'est quand même une diminution assez grande. Quelles sont les conséquences pour la piézométrie, par exemple? Ici, sur le petit graphe à gauche, on a la situation actuelle, donc la charge hydraulique, donc l'altitude de la nappe, qu'on a en ce moment sur le long du boulevard Valcartier. Et à droite, on a ce qu'on aurait après 5 ans d'imperméabilisation des sols selon le scénario que j'ai mis en place ici. Donc vous voyez qu'il y a une diminution assez drastique de la charge hydraulique le long de ce boulevard-là. On a un plus imperméabilisé, fait qu'il y a moins d'infiltration, il y a moins d'eau qui recharge la nappe. Ce qu'on a vu par contre, c'est qu'il y avait peu de conséquences après les 5 ans sur les débits, donc on ne voit pas encore les conséquences. Je dis encore, donc là je fais une hypothèse sur ce qu'on verrait si on simulait plus longtemps. Je ne vais pas m'avancer plus que ça, mais en tout cas, le but aussi, c'est justement de simuler non pas après 5 ans, mais après 10 ans, 15 ans, 20 ans d'imperméabilisation, essayer de voir à plus long terme les effets de ce genre de changement d'occupation du territoire. Aussi, ce petit scénario-là a été fait sans concertation avec la ville de Québec. Puis le but, c'est de simuler des scénarios plus vraisemblables, hein, de se mettre d'accord avec eux sur ce que la ville pense faire en termes d'urbanisation, puis d'aller essayer de matcher ça, d'intégrer ça dans le modèle pour avoir des résultats qui sont plus vraisemblables sur ce territoire. Ça, c'est ce qui clôt la partie modèle numérique. Donc, vous voyez que pour l'utilisation du modèle numérique, on arrive quand même à avoir des résultats qui peuvent être vraiment intéressants pour la gestion de l'eau, des résultats qui sont distribués dans l'espace et dans le temps, des résultats quantifiés. Mais par contre, comme je vous disais, ces résultats, ils portent une certaine dose d'incertitude en eux. Ça, c'est pas pour faire peur que je dis ça, c'est juste pour garder à l'esprit que cette incertitude, elle est importante. Elle est importante dans le sens elle doit être prise en compte. On va la calculer, puis des fois l'incertitude, en fait, on va la calculer, puis elle va être faible, ce qui va renforcer notre confiance en les résultats. Des fois, elle va être plus grande, mais en tout cas, c'est quand même un outil qu'il faut garder en tête et qu'il faut utiliser quand on va se baser sur ces résultats pour aller faire améliorer la gestion de l'eau ou quoi. Aussi, les écoulements de l'eau ne se confondent pas exactement avec le transfert de contaminants. C'est-à-dire qu'il peut se passer plein de choses dans le sol. Il peut y avoir des échanges entre les particules de sol, l'eau, et il peut y avoir des réactions entre les contaminants entre eux, etc. Et tout ça, ça nous amène aussi à avoir voulu intégrer une dose de géochimie dans notre projet vraiment plus importante. Puis là, on a fait appel à des partenaires, donc avec l'UQAM et l'UQAT, pour nous aider avec cette compétence de géochimie qu'on avait moins, Johan et moi. En géochimie, ce qu'on veut faire, c'est donc d'abord faire un portrait global du territoire. Là, on va se baser sur justement la base de données de la CMQ, qui est une base de données vraiment très importante. On a beaucoup de données dans cette base et ça va être intéressant de pousser plus loin l'interprétation. Donc, mieux comprendre l'origine et la distribution des éléments dans le système aquifère en incluant les contaminants naturels et anthropiques. Point de vue géochimie, on va aussi se concentrer sur 2 zones en particulier du territoire. La première zone, c'est une ligne d'écoulement à Saint-Adolphe. Donc, je vous ai mis en haut à gauche le petit repère d'où est notre ligne de territoire. Puis à droite, une carte un peu plus détaillée. On a mis en place 4 piézomètres sur la ligne d'écoulement. Donc, il y en a 2 qui sont un donc, très en amont, donc très plus haut en altitude, puis un à mi-versant. Donc là, c'est plutôt
ça représente la zone où l'eau s'infiltre, où l'eau va rejoindre la nappe. Puis il y en a deux plutôt en aval, donc un juste en amont de l'autoroute et un juste en aval de l'autoroute, où là, on va pouvoir aussi aller voir les différences de qualité d'eau en amont, en aval de l'autoroute, liées bien sûr à la gestion des chlorures notamment. Donc le but là, c'est de étudier la variabilité temporelle de la géochimie de l'eau, donc en lien avec les variations saisonnières. Surtout, on fait des échantillonnages d'eau à toutes les saisons. Ça va servir à améliorer la compréhension de la dynamique d'écoulement du système, fournir aussi des données qui vont nous permettre de mieux contraindre le modèle mathématique. Autre zone sur laquelle on se concentre, alors on en parlait, il y a eu beaucoup de discussions sur le lac Clément hier, si vous étiez là sur les conférences organisées par Centro. J'y reviens. Alors le lac Clément, c'est un lac qui est pas loin du lac Saint-Charles et qui est assez contaminé en termes de chlorure. On soupçonne fortement que les chlorures viennent donc de l'autoroute qui est juste à côté. Il y a eu beaucoup d'études sur le transfert des chlorures, donc sur le petit ruisseau qui alimente le lac Clément, mais il y a eu vraiment peu d'études qui ont été faites sur est-ce que les chlorures passent aussi par le souterrain. Puis ça pourrait être une source de chlorure vraiment non négligeable pour le lac. C'est pour ça qu'on a mis en place 2 piézomètres, un qui est juste à l'ouest de l'autoroute, donc en amont, et un qui est entre l'autoroute et le lac Clément. Le but là, c'est de participer à l'identification de l'origine des chlorures dans le lac et l'analyse de leur migration en fonction du temps, en fonction donc sur toute une année, enfin plusieurs années, mais la variation temporelle au cours d'une année. Est-ce qu'il y a plus de chlorures qui sont en migration juste après le printemps, ou alors est-ce que ça s'étalonne sur toute l'année? C'est des questions qu'on va pouvoir répondre avec ce focus-là sur le lac Clément. En ce qui concerne les isotopes, il y a aussi tout un programme sur les isotopes. Là, c'est plus en partenariat avec l'UQAM, donc Florent Barbeco. Là, le but de l'analyse isotopique, on va pouvoir déduire la distribution des flux de recharge des eaux souterraines à l'échelle du bassin versant, reconnaître la dynamique des apports d'eau souterraine, donc les résurgences, décrire la distribution de l'âge des eaux souterraines et donc discuter de cette distribution dans les résurgences de l'eau de surface. Alors là, si vous avez été attentif, vous voyez que c'est 3 résultats dont je viens de vous présenter, 3 aspects dont je viens de vous présenter des résultats issus du modèle mathématique. Et donc là, cette étude isotopique de l'eau, ça prend toute son ampleur, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller chercher des mêmes résultats, mais avec 2 méthodes totalement différentes. Et donc là, on va travailler en parallèle entre le modèle numérique et les analyses isotopiques. Ça va être très intéressant d'un point de vue même recherche, parce que ça c'est rarement fait. Puis d'un point de vue gestion de l'eau, ça va pouvoir aussi renforcer la confiance qu'on a dans les résultats qu'on obtient à la fin. Un aspect qu'on veut vraiment développer aussi dans ce projet, c'est le transfert de connaissances. Le but, c'est d'assurer une compréhension vraiment en profondeur des résultats, puis leur prise en main en tant que support de réflexion pour les plans de protection, pour une meilleure gestion de la ressource sur le territoire. Vraiment, là, le mot-clé, c'est support de réflexion. Il y a des ateliers d'échange qui sont prévus, donc qui impliquent divers intervenants de la ville. Le premier atelier devait se faire cette année, mais on aimerait que ça se fasse en présentiel, fait qu'on va attendre que la Covid passe, puis on espère la faire en présentiel en 2021. Le but là, c'est des échanges, des réflexions sur les besoins des intervenants de la ville. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a tous les outils en place, que le modèle numérique est monté, etc., qu'on a plein d'échantillonnage d'eau à toutes les saisons, peut-être qu'on peut en sortir des résultats différents, des résultats dont on n'avait pas pensé, se concentrer sur des variables clés auxquelles on n'avait pas pensé, puis qui sont exprimées dans des besoins par les intervenants de la ville. Fait que ça, c'est l'esprit du premier atelier, c'est de faire des échanges et des réflexions sur les besoins. Puis l'atelier numéro 2, ça sera plutôt en fin de projet. Là, c'est nous qui viendrions avec justement des nouvelles connaissances, puis essayer de les transmettre, essayer d'assurer l'appropriation de ces connaissances pour leur permettre d'être vraiment intégrés dans les décisions d'aménagement et de gestion de l'eau. Bien sûr, on va fournir une base de données cartographique vraiment clé en main avec toutes les informations, nouvelles informations qu'on a récupérées au cours du projet. Quelque chose qui est intéressant aussi à faire, c'est un atlas vulgarisé des résultats. Ça, c'est donc un atlas avec différentes cartes, les principaux résultats et des explications abordables, vulgarisées pour faciliter l'interprétation. Ça a été fait dans d'autres cadres de projets
Et c'est souvent assez apprécié pour les personnes qui veulent s'approprier les résultats, mais qui ne sont pas experts de l'eau souterraine, bien sûr. Ça peut aider un support visuel, vraiment avec des belles cartes, des explications, pour s'immerger dans ces résultats-là. Puis ce qu'on voudrait faire aussi, c'est un petit outil numérique qui permettrait de visualiser pour différents scénarios les variables clés, donc ce que je vous ai en gros présenté, les types de résultats que je vous ai présentés dans la présentation. On pourrait dire par exemple, ok, je veux choisir ce scénario d'occupation du sol avec ce scénario climatique. Qu'est-ce que ça donnerait en termes de recharge sur 15 ans, 30 ans? Qu'est-ce que ça donnerait en termes de temps de parcours de l'eau souterraine, etc. Donc là aussi, pour faciliter la prise en main des résultats de l'outil mathématique qui ne sont pas forcément faciles de prime abord à aller chercher. Un petit résumé, dans le projet, où est-ce qu'on en est? Les 2 premières étapes sont assez bien avancées, voire quasi finies. On en est vraiment à la 3e étape. Pour le modèle mathématique, en ce moment, on passe vraiment de l'échelle de la Nelson à l'échelle de la Saint-Charles. Et on va mettre en place aussi les scénarios climatiques et les scénarios d'occupation du sol prochainement. Pour le côté géochimie, la partie géochimie est arrivée un peu dans un 2e temps dans le projet. Et donc là, on est dans la phase de démarrage des projets d'étudiants. Il y a toute la partie transfert de connaissances dont je vous ai parlé, qu'on n'a pas encore commencé. Bien sûr, ça sera plutôt en fin de projet qu'on va s'atteler à cet aspect-là. Fin du projet décembre 2024, donc on a encore quelques années, un peu de temps pour réaliser tout ça. Un petit résumé pour finir rapidement. Donc les résultats qu'on veut sortir de ce modèle, donc de ce projet, donc intégrer les liens entre l'eau de surface et l'eau souterraine dans l'étude de la vulnérabilité de la prise d'eau, c'est des résultats qu'on veut vraiment utiles pour les gestionnaires. On veut axer ces recherches-là sur les variables clés, donc encore en termes d'utilité. Puis pour ces résultats, comme je parlais, un des objectifs aussi, c'est de mettre en lumière leur incertitude, sensibiliser à sa prise en compte, puis comme ça, on s'assure que les gestionnaires ont comme une meilleure compréhension de la confiance qu'ils peuvent accorder à nos résultats. Et puis finalement, le réseau de suivi, donc avec une quarantaine de puits d'observation, puis 15 stations hydrométriques, qu'on a mis en place sur le territoire, il pourrait être utile à d'autres fins. C'est toujours intéressant quand on commence un projet d'avoir déjà des données disponibles sur des chroniques de temporelles assez longues. Fait qu'on va aussi travailler à essayer d'assurer la pérennité de ce réseau de mesures-là après la fin de notre projet. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup, Laura, pour cette super belle conférence. Et aussi, on voit que tu es intéressée par ton sujet. Hein. C'est très intéressant de voir ça. Il y a quelques questions qui nous ont été adressées par les gens qui ont assisté. Un instant, je vais essayer de bien me resituer. Donc, il y a la première question de Marie-Joëlle Desgagnés. Donc, les résultats de recharge des nappes, c'est-à-dire résurgence, etc., du modèle, seront-ils ou sont-ils accessibles au public? Pas encore, parce que le projet n'est pas fini, mais sur l'accessibilité au public, peut-être, François, tu peux plus répondre, vu que c'est la partie Ville de Québec un peu plus que nous. C'est ça. Donc, pour le moment, il n'y a pas réfléchi, parce qu'il faut d'abord se l'approprier, regarder. Si on voit que c'est possible, parce que là-dedans, il y a du droit d'auteur, il va falloir acquérir probablement les modèles, parce que on utilise des logiciels pour ça, donc on regardera qu'est-ce qui est possible. Mais pour le moment, on ne l'a pas envisagé. Là. Donc, il faudrait peut-être regarder pour le futur. Donc, c'est une question qui est très pertinente. On va les mettre dans nos suivis. Il y a une autre question donc, de Giancarlo Cesarello, j'espère que je prononce bien son nom. Donc, l'eau transférée de l'aquifère à la surface, un puits d'eau, représente-t-elle une quantité considérable? Oui, assez considérable en fait. Bon, là, puits d'eau, c'est pas vraiment le terme que j'emploierais. En fait, l'eau qui est transférée de l'aquifère à la surface, c'est donc les résurgences dans les rivières. En fait, donc, l'eau qui est plutôt sur les hauteurs de versants
dans le souterrain s'écoule donc de façon gravitaire et donc atteint à un moment la rivière qui est au centre de la vallée, on pourrait dire ça comme ça. Et on a donc le modèle montre qu'il y a à peu près la moitié, sur une année, il y a la moitié de la quantité d'eau qui sort du bassin versant de la Nelson qui a transité à un moment ou à un autre par le souterrain. C'est quand même des volumes considérables, oui. Donc, quelles sont les variables? Donc, c'est une question qui vient de M. Raymond Cabot. Quelles sont les variables qui rentrent en ligne de compte dans le modèle pour déterminer l'âge des eaux? Les écoulements dans le modèle, ils dépendent de beaucoup de paramètres, dont la porosité des formations qu'on trouve sur le territoire, la conductivité hydraulique de ces formations-là. C'est sûr que pour déterminer l'âge de l'eau, là, on fait ce qu'on appelle une simulation en régime permanent, c'est-à-dire qu'on met pas de pluie journalière, on fait une moyenne de toutes les pluies sur l'année qui arrive, et on met ça dans le modèle, puis le modèle atteint un équilibre, et donc là, on est capable d'aller voir la vitesse de l'eau dans le souterrain, puis d'accéder à la variable âge de l'eau. Mais vraiment, c'est toutes les paramètres en fait du modèle sont importants là-dedans, tout ce qui caractérise les aquifères, la nature du sol, porosité, conductivité hydraulique, tout ça. Donc, merci beaucoup. Il y a une question de Manuel. Donc, Manuel qui nous dit qu'il y a une question. Si tu peux prendre le micro et allumer ta caméra, s'il te plaît, Manuel. Oui, merci. Merci, Laura, pour ces superbes présentations, très complémentaires à celle de Johan la semaine dernière. J'ai une question. Je pense que Johan a mentionné que le passé, ça avait permis donc de faire la cartographie de l'indice drastique. Toi, tu as parlé de l'utilisation de la recherche des eaux souterraines et des données ou des modèles qui permettent de le faire. Est-ce que ça permet éventuellement de mettre à jour le drastique dans le temps, dépendamment des conditions, des précipitations qui peuvent changer d'une année à l'autre, qui peuvent évoluer? Est-ce que le drastique est statique ou est dynamique? On pourrait imaginer effectivement d'avoir un indice drastique qui dépend de la saison, par exemple. Je ne suis pas sûre qu'on puisse aller vraiment jusqu'au mois ou plus précis en termes d'échelle de temps. Mais on pourrait effectivement se dire, il y a plus de vulnérabilité, par exemple, quand on est au printemps, qu'il y a beaucoup d'eau disponible sur le territoire parce que la neige fond et donc on a plus d'infiltration. Et donc là, on a plus tendance à pouvoir aller contaminer la nappe puisqu'il y a plus d'infiltration. Effectivement, on pourrait penser à détailler le drastique dans le temps. Ce serait une bonne idée. On n'a pas pensé à faire ça, mais je note. Ok, merci. Moi, j'aurais une question, peut-être, si tu me permets, Laura. Donc, j'ai vu dans tes diapos qu'il y a des zones de recherche bien spécifiques qui sont plus fortes, entre autres dans la rivière Nelson. Il y a des zones vraiment intenses de recherche. Donc, ça veut dire que ces zones-là, si on les bâtit ou si on met de l'asphalte par-dessus ça, si on met de l'imperméabilisation, ça veut dire qu'à terme, on devrait avoir une grande diminution de l'infiltration, donc moins d'eau dans la rivière Nelson. Oui, je pense que c'est justement ces cartes de recharge-là doivent permettre de se dire, OK, cette partie du territoire, on va la préserver parce que justement, elle a un grand rôle dans les écoulements de l'eau et dans la dynamique de recharge des rivières. Fait que oui, cette carte de recharge-là, elle peut être un support justement à ce type de décision. Alors, justement, on pourrait faire des scénarios en disant, OK, si éventuellement on imperméabilise cette zone, OK, qu'est-ce que ça quelles conséquences on pourrait avoir en termes de débit, de piézométrie après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis c'est l'objet de ce qu'on va faire dans la partie du projet qui arrive. Là, on ne l'a pas encore creusé, mais toutes sortes de scénarios qu'on pourrait faire sur les occupations du sol, puis aller voir ce que ça donne, quel est l'impact sur les résultats dans les rivières. Si je peux me permettre une autre question, est-ce que ce modèle-là va nous permettre aussi d'avoir une idée de la qualité, par exemple, un type d'activité? Ça pourrait être une activité qui ne nuit pas à l'infiltration de l'eau, mais ça pourrait être une activité qui pourrait venir modifier la qualité de cette eau-là. Donc, est-ce que le modèle va pouvoir nous aider d'avoir On peut faire aussi des simulations sur le modèle en mettant un certain type de contaminant à une certaine concentration. Mettons,
On estime que pendant 1 an, il y a eu tel contaminant qui est arrivé sur une zone du territoire à une concentration, à une certaine concentration. Et on la met pendant 1 an sur ce territoire-là, puis on voit ce qui se passe, à quel moment elle arrive et en quelle concentration dans la rivière, comment se déplace le panache de contaminants dans l'eau souterraine. Ouais, c'est des résultats qu'on pourrait avoir aussi. Alors, on ne pourra pas le faire pour toutes les situations dans tous les territoires, mais on peut avoir une dizaine d'exemples en mettant tel contaminant sur telle zone, puis on simule les écoulements, on attend de voir à quel moment ils arrivent dans la rivière, etc. Ouais. Donc, ça va être intéressant. Ouais. Si je me permets, Laura, dans le volet géochimique, à moins que tu l'as mentionné rapidement, quel type de chimie, entre guillemets, va être documenté? Quel type de paramètres? Ce qu'on fait en ce moment depuis maintenant 1 an et demi, c'est qu'aux 3 mois, donc à toutes les saisons, on échantillonne tous nos puits et donc on analyse des métaux, les anions, les qualités, la qualité physico-chimique de l'eau aussi. C'est le laboratoire de la ville de Québec là qui nous fait les analyses. On n'est pas encore rentré dans les résultats puis dans l'analyse de ces résultats, mais justement c'est prévu pour début 2021 là, de vraiment aller plus. C'est ça, regardez ce que ça donne maintenant qu'on a à peu près 6 campagnes d'échantillonnage qu'on a fait là, donc depuis l'été 2019. C'est ça. Okay. J'ai une question aussi dans le chat, dans le clavardage, excusez-moi, donc qui dit c'est John Carlo Cesarello qui pose la question, quelle est la résolution spatiale du modèle? Je veux dire, l'unité d'évaluation. Alors le modèle, il a été fait un maillage 3D du territoire. La taille des mailles dépend d'où on est dans le territoire. Quand on s'approche des points d'intérêt, donc par exemple des puits ou quand on s'approche de la rivière, les mailles sont plus petites. Mais je dirais que les mailles font comme peut-être les plus grandes doivent faire 300-400 mètres de large, puis les plus petites quelques dizaines de mètres de large. Ouais. Okay. Donc c'est beaucoup. C'est mieux que ce qu'il y avait dans le passage. Il me semble que les unités, la résolution était plus large que ça. Hein? Oui, c'était 250 mètres sur 250 mètres. OK, 250 mètres. OK, parfait. OK, donc, il y a Florent Barbeco, qui fait une présentation qui montre bien la dynamique d'échange propre à cette super équipe de recherche. Merci, Laura. Donc, Florent, qui va nous donner une conférence. Je ne veux pas faire... comme disent les jeunes, un spoil alert, là, mais c'est Florent qui va présenter une conférence justement sur son domaine de recherche, là, qui est les isotopes dans l'eau souterraine. J'espère que je ne vais pas massacrer son domaine de recherche, mais il s'intéresse à ça, un laboratoire super intéressant à l'Université du Québec à Montréal, là, dont je suis très jaloux d'ailleurs. Il y a beaucoup de très bel équipement. Donc, la période des questions, je vois que c'est pas mal terminé. Il n'y a pas d'autres questions qui est apparues sur le fil. Il ne va me rester plus rien qu'à vous saluer et puis vous dire que vous allez recevoir bientôt le programme dont Manuel parlait. Manuel Rodriguez, et aussi une invitation à vous inscrire. On va changer de plateforme d'inscription. On ne passera plus par la plateforme de Gmail, de Google, qui était problématique pour plusieurs. Et on va passer vers les forms de Microsoft qui ont été testés avec plusieurs personnes, au moins une vingtaine de personnes, et puis qui n'ont pas rencontré de problème. Donc, on va changer de plateforme, mais c'est toujours la même qualité de conférence, mais avec une plateforme un peu différente. Donc, je vous remercie à tous, puis j'en profite aussi pour souhaiter de très belles fêtes et puis une année forcément meilleure 2021 que ce qu'on a vécu cette année. Et puis, merci encore, Laura. À la prochaine. Merci. Bye-bye. Bye.